Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Ils sont présents un peu partout, dans les poêles à frire, des textiles et même parfois dans ce que l'on mange, les PFAS, molécules utilisées par les industriels, à la fois très résistantes à l'eau et à la chaleur, reviennent régulièrement dans l'actualité. En quelques décennies, ces polluants éternels ont contaminé une grande partie de l'environnement, les animaux et les humains. En France, l'Assemblée nationale a voté une loi pour interdire certains PFAS dangereux pour la santé à partir de 2026. Aujourd'hui dans Code Source, on prend le temps d'expliquer ce que sont ces molécules, comment la pollution aux PFAS est devenue préoccupante au fil des années et ce que font les autorités pour tenter de la diminuer. Avec nous, deux journalistes du service futur du Parisien, Émilie Torgemène, spécialiste environnement, et Véronique Hunzinger, spécialiste santé. Véronique Hunzinger, vous, moi et toutes celles et ceux qui écoutent ce podcast, nous avons tous des polluants éternels qu'on appelle les PFAS dans notre propre sang, c'est ça ? Oui, alors ça ne fait absolument aucun doute, pour ne pas dire l'ensemble de l'humanité. On dit que 99% de la population mondiale est imprégnée avec ces produits chimiques. En France, ça a été mesuré par l'organisme qui s'appelle Santé publique France la dernière fois en 2019 sur un échantillon d'1 million de personnes, dont un quart d'enfants. Et à ce moment-là, on a recherché 17 PFAS. On en a trouvé 7 très régulièrement chez les enfants et 6 chez les adultes. Mais il faut savoir qu'il y en a à peu près 4000 composés chimiques de ce type, au point que Santé publique France recommande de ne pas le chercher en fait à titre individuel. Ça n'a pas tellement d'intérêt de savoir quel type de PFAS on a dans le sang, parce que ça ne dit rien sur quand est-ce qu'on a été exposé, dans quelles conditions et avec quelles conséquences. Et vous savez qu'il y a régulièrement des associations ou des militants qui proposent de mesurer la quantité de PFAS, notamment dans les cheveux. Et effectivement, on en retrouve à chaque fois, ce qui veut bien dire qu'il y en a absolument partout. Comment est-ce que nous nous sommes tous retrouvés contaminés par les PFAS ? Alors, les sources sont très multiples, parce que c'est des produits chimiques qui sont utilisés depuis les années 50 maintenant dans l'industrie et dans les produits de consommation courante. Alors, on dit que c'est des produits qui ont une origine anthropique, c'est-à-dire que c'est vraiment dû à l'activité humaine. C'est pas des produits qu'on va retrouver dans la nature. On les retrouve principalement dans l'eau, dans l'air, dans le sol et dans la chaîne alimentaire. Et c'est d'ailleurs en fait par l'alimentation que la population est le plus exposée à ces produits, qu'il s'agisse de l'eau du robinet, mais aussi de la consommation de produits de la mer, de viande, de fruits et puis des œufs. Émilie Torgemène, avant d'aller plus loin, expliquez-nous ce que désigne l'acronyme PFAS que l'on prononce à l'oral PFAS. Eh bien, cela désigne les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées. C'est très technique, mais en français, on devrait dire SPFA. Comme on utilise l'acronyme anglais, on dit PFAS. En réalité, c'est une famille de produits chimiques, pour être très simple, qui ont pour caractéristique d'avoir le même squelette, on va être vraiment très simple, c'est-à-dire une liaison entre des atomes de carbone et de fluor qui sont très stables. Et selon les définitions, il y en aurait entre 4000 et 15 000. C'est vraiment une très très grande famille de produits. Et pourquoi est-ce qu'on les surnomme les polluants éternels ? Justement parce que ce qui a fait leur succès, c'est qu'ils sont très résistants à l'eau, très résistants à la chaleur, ils ne se dissolvent dans à peu près rien, et c'est ce qui est devenu un problème, puisqu'ils ne se dégradent pas, ils restent très très longtemps dans l'environnement et longtemps dans le corps humain. L'expression polluant éternel, ça vient d'un jeu de mots d'un confrère américain du Washington Post qui avait choisi comme expression Forever Chemical en bon anglais, justement avec cette référence au fluor F, forever, et au C du chlore de chemical. Et donc on l'a utilisé, on l'a traduit en français, les polluants éternels. Quand on dit que ça met du temps à se dégrader, ça se compte en combien d'années ? Eh bien, dans l'eau et dans l'environnement, ces produits chimiques mettent des dizaines, voire des centaines d'années à disparaître. Quelle est la différence entre les PFAS et les microplastiques dont on entend beaucoup parler et qui, eux aussi, polluent notre environnement ? En fait, c'est une différence d'échelle. Les microplastiques, c'est simple, c'est des morceaux de plastique qui, en se dégradant, deviennent de plus en plus petits et donc polluent notre environnement. Les PFAS, ce sont des éléments chimiques. Donc, techniquement, il peut y avoir des PFAS dans les plastiques et dans les microplastiques. C'est vraiment une différence d'échelle.
Les PFAS sont une invention de l'homme, comme le disait Véronique, une invention qui n'est pas si ancienne puisqu'elle remonte à la fin des années 30. Expliquez-nous ça. Oui, en fait, c'est une invention de l'homme, c'est une invention d'un homme. Alors cet ingénieur s'appelle Roy Plunkett. Il était employé d'une compagnie très connue qui s'appelle DuPont de Nemours aux États-Unis. Et en 1938, complètement par hasard, il a fait refroidir un gaz avec de la neige carbonique et il a obtenu une poudre qui résiste à peu près tout. Elle ne se dissout pas, elle résiste à des températures à plus de 260 degrés et donc c'est un petit produit miracle. Il a créé le PTFE. Le nom commercial est plus connu, c'est le téflon, et c'était donc le premier d'une très grande famille de produits. À partir de là, les PFAS sont utilisés dans la fabrication de très nombreux objets du quotidien, lesquels principalement ? Eh bien, le plus connu, c'est peut-être les poêles et les casseroles anti-adhésives. En fait, on les utilise pour éviter que nos crêpes collent le matin ou que les œufs n'accrochent aux poêles. Mais on trouve aussi des PFAS sous les skis. Donc, en fait, on parle de fart des skis, c'est-à-dire ce produit qu'on met sous les skis pour qu'ils glissent bien. Donc, c'est la même propriété qui est là utilisée pour les PFAS. Mais on en trouve aussi dans les vestes de pompiers, puisque l'intérêt de ces produits chimiques, c'est qu'ils ne brûlent pas, ou en tout cas, ils brûlent à très très forte température. On en trouve dans nos textiles aussi parce qu'ils repoussent l'eau, en gros ça les rend imperméables. On en trouve dans nos rouges à lèvres liquides parce que ça permet d'avoir la bonne texture. En fait, il y a des scientifiques qui se sont constitués dans un groupe qui s'appelle le groupe de Stockholm qui surveille les polluants et qui a essayé de répertorier les usages de cette immense famille et ils en ont identifié dans plus de 200 catégories. On peut continuer presque à l'infini, il y en a aussi dans les cordes de guitare pour éviter qu'elles cassent, sur les écrans de nos téléphones, pour les protéger de l'eau. Vraiment, il y en a à peu près partout. Pendant des décennies, ces PFAS restent largement méconnus du grand public jusqu'à la fin des années 90. À ce moment-là, un gigantesque scandale sanitaire éclate aux États-Unis. Expliquez-nous ça. Oui, et le héros de cette histoire est un avocat de Cincinnati que j'ai contacté et qui s'appelle Robert Bilott. En fait, pour lui, tout commence en 1998 quand un fermier vient le contacter en lui montrant une vidéo surréaliste d'un veau mourant avec les dents bleues et l'œil vitreux et il lui demande de l'aide. En réalité, ce fermier s'est complètement trompé de casting. Robert Bilott s'occupe bien de questions environnementales, mais il a l'habitude de défendre les entreprises qui sont attaquées et non pas les petits poussets comme ce fermier. Seulement ce fermier, en appelle à ses sentiments et lui explique qu'il est le voisin de sa grand-mère. Et tout est parti vraiment comme ça. Robert Bilott nous l'a raconté. Et en réalité, cette petite erreur de casting va être finalement sa force puisqu'il est rompu au langage des grandes entreprises, il est rompu aux techniques de dissimulation quelque part, et il va demander des documents, ça n'a rien de glamour, il se retrouve avec des caisses et des caisses de documents et il repère cet acronyme PFOA, qui est l'un des premiers PFAS. Et il se demande quel est ce produit et il finit par avoir un jugement qui oblige l'entreprise à lui donner tous les documents et il découvre que non seulement l'entreprise DuPont de Nemours savait que ce PFOA était toxique, mais qu'en plus l'entreprise avait mesuré à quel point ce PFOA avait contaminé la parcelle du fermier qui était venu le voir et donc il gagne son premier procès. Mais ça n'est que le début. 7 ans après, c'est très long, mais il va l'emporter sur quelque chose de beaucoup plus important. On ne parle plus de veaux, mais de santé humaine. Il y a plus de 4500 plaignants et il finit par prouver qu'en fait, le PFOA est dangereux et peut provoquer jusqu'à des cancers humains. Et donc l'entreprise va devoir, 1, arrêter sa production et 2, payer 670 millions de dollars. C'est une amende historique pour stopper toutes ces plaintes. Et cette histoire a été racontée dans un film intitulé Dark Waters en 2019. Véronique Hunzinger, à partir de ce scandale aux États-Unis, on commence à s'interroger dans les années 2000 sur les effets des PFAS pour la santé. Est-ce qu'ils sont tous considérés, les PFAS, comme dangereux ? Alors, les recherches avaient déjà commencé dès les années 70, mais comme vous le dites, les scientifiques s'y sont intéressés beaucoup plus largement à partir des années 90-2000, suite au scandale dont on vient de parler. Alors, de quoi on est sûr aujourd'hui ? Les PFAS ont un effet négatif sur la réponse immunitaire après la vaccination, donc les vaccins marchent un peu moins bien. Les PFAS ont un effet sur la dyslipidémie, c'est-à-dire que ça favorise la hausse du mauvais cholestérol et des triglycérides. On a aussi constaté que les PFAS favorisent des bébés de petit poids à la naissance. Et enfin, on a constaté qu'ils augmentent le risque de cancer du rein.
Alors ça, c'est les choses dont on est à peu près sûr aujourd'hui. Il y a aussi d'autres effets négatifs sur la santé qui sont soupçonnés, notamment les troubles de la fertilité qui sont en augmentation depuis plusieurs dizaines d'années et probablement aussi des maladies thyroïdiennes. Et enfin, évidemment, on s'est posé la question du risque des PFAS sur l'augmentation du nombre de cancers. Alors là, il faut distinguer deux types de PFAS. Il y a d'abord les PFOA, c'est des produits chimiques qui sont notamment utilisés pour les revêtements de poils dont on parlait tout à l'heure, et un autre type de PFAS qu'on appelle les PFOS, qu'on retrouve plutôt dans les textiles et dans les tapis, c'est ce qui permet de prévenir le risque d'incendie. Alors pour les premiers, les PFOA, le Centre international de recherche sur les cancers les a classés comme cancérigènes pour l'homme, et pour la deuxième catégorie, c'est plus une hypothèse à ce stade. Plusieurs polluants commencent donc à être interdits en Europe dès les années 2000. Est-ce que vous pouvez nous en donner quelques-uns ? Oui, alors le point de départ, c'est la Convention de Stockholm en 2001, qui est un accord international qui commence à réglementer plusieurs composés de PFAS. Donc les PFOS, leur production et leur utilisation est restreinte à partir de 2009. Et les PFOA, donc les plus dangereux, seront interdits à l'import, à l'export et à la production à partir de 2020. Et donc la Convention de Stockholm a été traduite par un règlement européen qui s'appelle POP. Émilie Dorgemène, le débat autour de la prolifération des PFAS refait surface à partir des années 2020. Pour quelles raisons ? Parce que ces polluants sont, dit-on, éternels, durent très longtemps. Donc en fait, c'est leur accumulation depuis les années 40 qui commence à poser de sérieux problèmes. Et puis, il y a des coups de projecteur. En France, ça se concentre autour de la vallée de la Chimie, près de Lyon. Dans la commune de Oulin-Pierre-Bénite, on retrouve des concentrations stratosphériques de PFAS dans l'eau. Et un certain nombre de riverains, d'associations commencent à s'inquiéter très fortement. Moi, j'avais joint une jeune femme, Stéphanie, qui est elle-même chimiste et qui avait découvert, alors qu'elle allaitait, que son lait maternel contenait énormément de PFAS. Donc c'est à partir de ce moment-là que, quelque part, l'opinion publique s'empare de ce sujet. Et au niveau européen, on le disait, il y a le règlement qui arrive et beaucoup de gens poussent pour qu'il y ait aussi une loi française qui soit plus stricte. Même si, comme on l'a dit, les PFAS sont présents presque partout et chez tous les humains, certains endroits sont donc beaucoup plus touchés que d'autres par cette pollution, c'est ça ? Oui, il y a des endroits qui ont des concentrations très importantes de PFAS. C'est assez simple à comprendre. Il y a les endroits où on produit ces PFAS, puisque ce sont des inventions humaines, des productions, donc ce sont des usines de chimie, très clairement. Il y a aussi les endroits où on utilise ces composés, par exemple des usines où l'on produit des poêles et des casseroles anti-adhésives. En France, un des endroits les plus emblématiques, et je m'y suis rendue, c'est Rumilly, c'est cette commune où est installée la plus grande usine de poêles Tefal. Et effectivement, les voisins de cette usine sont très stressés par la concentration de PFAS que l'on retrouve dans l'eau. L'intercommunalité est très active pour essayer de supprimer ces PFAS. Et puis, il y a des endroits un peu plus surprenants. Par exemple, les bases militaires. On a découvert qu'en fait, les bases militaires étaient des très gros consommateurs de mousse anti-incendie. On peut imaginer pourquoi. Et dans ces mousses anti-incendie, il y a aussi des PFAS. Donc il y a une initiative européenne de journalistes d'investigation dont Le Monde fait partie en France, qui a recensé ces hotspots, ces endroits où il y a une concentration énorme de PFAS. Et ils sont arrivés à la conclusion qu'il y avait 2300 de ces hotspots en Europe. Est-ce qu'il existe un moyen de nettoyer l'environnement, donc les terres, les eaux, contaminées par ces PFAS ? Il n'existe pas un moyen miracle, il existe des moyens. Par exemple, je parlais tout à l'heure de Rumilly, donc cette commune en Haute-Savoie où l'eau est très contaminée par l'usine Tefal. L'eau est traitée. Il y a une espèce d'énorme filtre à charbon dans l'usine de traitement des eaux. J'ai été la voir, ça fonctionne. Mais ça pose deux problèmes. Il faut les changer très régulièrement, donc ça coûte très très cher pour une commune qui n'est pas très grande. Et après, les filtres captent les PFAS, mais il faut bien se débarrasser des filtres. Et il faut les brûler à de très 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 hautes températures. Très peu d'usines savent le faire. Donc c'est une des solutions qui existent, mais qui coûte très cher et pose de gros problèmes logistiques. Donc globalement, le plus simple, c'est plutôt d'arrêter d'émettre ces PFAS plutôt que d'essayer de récupérer le problème a posteriori.
Cette année, en 2025, au mois de février, une proposition de loi portée par le député écologiste Nicolas Thierry est débattue à l'Assemblée nationale. Que prévoit ce texte ? Le texte prévoit l'interdiction dès 2026, donc très vite, de la fabrication et de la vente de certains produits très courants qui contiennent des polluants éternels. On parle des cosmétiques, des textiles, des fardes de ski, donc cette espèce de cire qu'on met sous les skis. Et donc, c'est une loi qui est vraiment très ambitieuse et qui concerne le quotidien des Français. Mais, Véronique Hunzinger, ce texte prévoit des exceptions. Il ne prévoit pas d'interdire les PFAS qu'on retrouve par exemple sur les ustensiles de cuisine, comme le revêtement sur les poêles. Pourquoi ce cas-là, il est écarté ? Alors, les industriels comme Seb, qui est aujourd'hui propriétaire de Tefal, ont fait tout simplement leur travail de lobbying avec un argument qui n'a rien à voir avec la santé, mais avec l'argument de l'emploi. Il y a eu des manifestations, etc., pour sauvegarder l'emploi dans les usines qui sont des usines françaises. Et puis Seb a aussi un autre argument, pour le coup, sanitaire, c'est qu'il dit que la composition de ce qui est utilisé pour les revêtements, ça s'appelle le PTFE, donc qui était autrefois connu sous le nom de Téflon, n'est plus la même aujourd'hui. Et l'entreprise avait pris les devants sur la réglementation européenne. Et dès 2012, elle n'utilise plus le fameux PFOA, qui est le composé le plus dangereux pour fabriquer le revêtement de ses poêles. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les PFAS qui sont utilisés, par exemple, sur les ustensiles de cuisine, ils ne sont pas dangereux pour la santé ? Franchement, c'est vraiment impossible à dire, parce que dans le domaine de la santé environnementale, à chaque fois qu'on remplace un produit dangereux par un autre, on n'est absolument pas certain que le suivant est sans danger pour la santé. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'à ce jour, le CIRC, le Centre de recherche sur les cancers, a dit que le PTFE, donc ce matériau qui est utilisé pour le revêtement, on ne peut pas le classer en fait en termes de risque de cancer, mais en se basant sur des études quand même un peu anciennes. Donc autrement dit, aujourd'hui, c'est impossible de trancher sur cette question. Émilie Torgemène, le 18 février, 2 jours avant la mise au vote de la proposition de loi dont on parlait dans l'hémicycle, vous interviewez la ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, qui est favorable à ce texte et qui veut même aller plus loin. Elle veut faire payer les industries qui produisent ces polluants éternels. Racontez-nous ça. Avec tout ce qu'on est en train de se dire, l'interdiction des PFAS semblait consensuelle, mais il faut rappeler qu'à ce moment-là, ça l'est pas du tout. À l'Assemblée nationale, au début du débat, le camp présidentiel n'est pas en faveur d'une interdiction des PFAS. C'est au fur et à mesure du débat que les députés de la Macronie vont changer d'avis. Et quand 2 jours avant le vote de la loi, eh bien, on a un des poids lourds du gouvernement, ministre de la Transition écologique, qui dit dans Le Parisien qu'elle soutient cette loi, en fait, c'est un grand moment. Et elle ajoute en plus qu'il y aura un système de pollueur-payeur pour surveiller l'eau. Et c'est effectivement la plus grande inquiétude. Si les PFAS se retrouvent dans l'eau de nos robinets, eh bien, elles se retrouvent dans nos corps. Votant 289, exprimé 282, 142 de majorité. Pour 231 contre 51, la proposition de loi est adoptée. Le jeudi 20 février, l'Assemblée nationale adopte avec une rare et large majorité la proposition de loi qui est promulguée une semaine plus tard. Émilie Torgemène, avec ce texte, la France est devenue l'un des pays les plus ambitieux en termes de lutte contre les PFAS. Oui, et le député de Gironde qui portait le projet ne cache pas sa joie. À ce moment-là, on l'avait eu au téléphone à de nombreuses reprises. C'est effectivement la France, à ce moment-là, a le texte le plus ambitieux sur la limitation des PFAS. Pourquoi c'est le plus ambitieux ? C'est parce qu'on n'attaque pas les substances produit par produit, c'est-à-dire qu'on ne va pas prouver la dangerosité de chaque produit, mais on attaque toute la famille des produits qui va être interdit dans certains usages. Dans peu d'usages, c'est vrai, mais toute la famille. Et la philosophie choisie par la France est beaucoup plus volontariste que celle de l'Europe, qui choisit au contraire de prouver la dangerosité de chaque produit avant de l'interdire. On peut comprendre cette philosophie, puisque si un produit n'est pas dangereux, pourquoi l'interdire ? Mais ce que défendent les environnementalistes, le député de Gironde qui porte le texte, et puis l'avocat par qui tout est arrivé, Robert Bilotte, c'est que si on attend de prouver la dangerosité de chaque produit, les industriels vont en profiter pour rajouter un atome de ceci, un atome de cela, pour relancer de très longues procédures, et qu'on va en avoir pour très très longtemps avant de se débarrasser de toute la famille.
Cette loi doit s'appliquer à partir du 1er janvier 2026. Est-ce que les industries du textile et des cosmétiques qui sont du coup concernées par cette loi sont préparées à cette interdiction qui va rentrer en vigueur finalement très prochainement ? C'est le nerf de la guerre, cette question. Il y a 2 réponses. D'abord, dans les cosmétiques, la réponse est très vraisemblablement oui, puisque des PFAS, il y en a, mais il n'y en a pas partout et il y a beaucoup de produits de substitution. À tel point que les toxicologues que j'avais interrogés se demandaient même pourquoi les grands industriels de cosmétiques avaient été cherchés dans des produits aussi controversés, alors que globalement, ils n'étaient pas ni meilleurs ni tellement moins chers que d'autres. Pour le textile, c'est un peu différent. Il y a des marques qui affichent en communication qu'ils n'utilisent pas de PFAS, notamment dans les vêtements de randonnée où il y en a pas mal, puisqu'en fait, on a besoin que ce soit imperméable. En fait, c'est vraiment une question de philosophie. Les industriels vont dire qu'ils n'auront pas le temps, ou un certain nombre d'entre eux vont le dire. Mais ce que rappelle Robert Bilott, donc l'avocat de Cincinnati, c'est qu'on avait dit la même chose pour les sacs de pop-corn en Suède, en faisant un chantage à l'emploi énorme. Et finalement, quand la date est arrivée, eh bien, les industriels se sont adaptés. Donc c'est un pari à faire. Est-ce qu'il y a des cas dans lesquels les PFAS sont devenus indispensables ? Oui, dans des domaines très techniques, ça va être vraisemblablement très compliqué de le remplacer, notamment dans l'industrie de la transition énergétique, mais d'ailleurs la loi ne le demande pas. Dans les médicaments aussi, on sait qu'il y a des PFAS dans le Prozac par exemple, mais la loi ne le demande pas non plus. Effectivement, ces composés ne vont sûrement pas être tous remplacés dès demain. Émilie Torgemène, est-ce que la loi actuelle qui va entrer en vigueur l'an prochain est suffisante pour limiter réellement la pollution aux PFAS en France ? La loi va interdire à partir de 2026 la fabrication et l'importation des PFAS dans les cosmétiques, les fardes pour le ski et le textile d'habillement. Ça veut dire pas les rideaux et pas le canapé. Donc non, on va se retrouver avec des PFAS dans encore beaucoup de secteurs. Il y a d'ailleurs une deuxième vague puisqu'à partir de 2030, l'interdiction va être élargie aux autres textiles, à part pour les textiles de protection. On en avait parlé, ce sont les vêtements des pompiers. On ne veut pas les envoyer au feu sans PFAS et on peut bien le comprendre. Mais on comprend aussi que cette loi est très ambitieuse et très volontariste dans sa philosophie parce qu'en fait, elle interdit tous les PFAS, mais dans des secteurs assez limités. Maintenant, il y a pas mal de personnes, d'organisations et même de pays qui réclament au niveau européen, donc pas seulement au niveau français, une interdiction de toute la famille des PFAS dans toutes ses applications. Et donc, c'est porté notamment par l'Allemagne, le Danemark ou la Norvège. Merci à Véronique Hunzinger et Émilie Torgemène. Cet épisode de Code Source a été produit par Anaïs Godard, Raphaël Pueyo et Clara Garnier-Amouroux. Réalisation Julien Moncouquiol. Code Source, c'est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. N'hésitez pas à nous laisser des pouces en l'air et des commentaires sur les plateformes d'écoute et sur YouTube. C'est ce qui nous aide le plus à nous faire connaître. Ne ratez pas non plus Crime Story, notre podcast fait divers, avec une nouvelle affaire criminelle racontée chaque samedi par la journaliste Claudia Prolongeau et le chef du service police-justice du Parisien, Damien Delseny.